dans un premier temps, je me présente, Christian Sévère, délégué à la sécurité numérique de l'ANSSI. l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc, je couvre la région Bretagne. Je fais partie donc, de la coordination territoriale de l'agence. Alors, pour vous parler un peu plus de l'ANSSI, qu'est-ce que c'est? Eh bien, déjà, je vais vous expliquer son positionnement, à savoir que nous sommes un service du Premier ministre. Nous sommes rattachés au secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, donc qui, lui, a un rôle de coordination interministérielle en matière de défense et de sécurité nationale. Et l'ANSSI, qui a été créée le 7 juillet 2009, eh bien, est l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information. Il y a cependant un partage des tâches sur le ministère des Armées, puisque pour le ministère des Armées, le COMCIBER est en charge de la défense de ce ministère. Autre point d'importance, l'ANSSI est un service à compétence nationale et donc nous sommes légitimes pour intervenir sur l'ensemble du territoire, tant sur des sessions de sensibilisation comme aujourd'hui, mais également sur des opérations. Alors, donc, point à préciser, deux principaux domaines de compétences. Nous sommes autorité de sécurité, donc avec un rôle de prévention, et autorité de défense, donc de réaction. Parce que nous ne sommes pas un service de renseignement et nous ne faisons pas d'action offensive. Alors, les actions offensives, la France en fait, mais au travers du ministère des Armées uniquement. Alors, pour vous expliquer un petit peu plus en détail les actions et les missions de l'agence, eh bien, dans le domaine de la défense, nous faisons donc de la veille et de l'analyse de la menace que nous dédions au service de l'État. Il y a un certain nombre qui sont publiés, pas dans un premier temps, mais dans un second temps, à l'ensemble de la population. Nous faisons des détections des attaques informatiques pour les services de l'État, de la réponse aux attaques informatiques également pour les services de l'État, et les opportunités. Alors, je vais m'expliquer rapidement là-dessus parce que ça peut vous concerner, donc autant que ça soit clair. Notre périmètre, c'est donc un périmètre très restreint. On va le voir aussi dans d'autres actions que nous menons. C'est en priorité les services de l'État. Ça va être également les opérateurs d'importance vitale, qui sont donc des entités publiques et privées qui ont été désignées au travers de la loi de programmation militaire sur 12 secteurs d'importance. Vous avez également les opérateurs de services essentiels qui sont désignés dans le pendant de la loi de programmation militaire pour vulgariser sur le périmètre européen, la directive Nice. Dans ce cadre, nous intervenons donc s'il y a un incident qui se présente, pour les autres acteurs dont vous faites sûrement partie, eh bien, là, ça va être plus lié à des opportunités, lesquelles, c'est premièrement, s'il y a un risque très important sur l'économie locale du territoire, donc avec une volonté politique d'intervenir, ça ne va pas être l'ANSSI qui va choisir, ça sera décidé au-dessus. Et autrement, si la menace à laquelle fait face l'entreprise en question est très différenciante de ce que l'on a pu rencontrer par ailleurs, et dans ce cas-là, c'est à la fois pour nous la possibilité de monter en compétence sur ce type d'attaque et de comprendre les problématiques qui sont en jeu afin de pouvoir améliorer la sécurité de tous. Alors sur la prévention, là par contre, notre action est plus ouverte. Donc ne serait-ce que sur la recherche appliquée, qui est dédiée à tout le monde. On fait un certain nombre de publications sur le sujet. La labellisation des produits et services, je vais revenir tout à l'heure très rapidement. Les guides de bonne pratique, les formations en ligne, tout ça, c'est ouvert à tout le monde. C'est disponible depuis notre site. Nous faisons aussi de la formation au travers de notre centre de formation à la sécurité des systèmes d'information, CFSSI, donc dédié aux agents de l'État. C'est ouvert maintenant aussi un petit peu aux OIV, aux SE.
Autrement, nous faisons des audits, inspections et contrôles SSI, c'est dédié au service de l'État, OIV, OSE, et l'élaboration des textes réglementaires, service de l'État, OIV, OSE. Voilà. Donc pour résumer, les 4 piliers de l'ANSSI, c'est de la détection et de la réaction, de la réglementation, du conseil et soutien et de la labellisation de produits et de services. Pour ce qui est du conseil et de soutien, notamment au travers de la coordination territoriale, eh bien, nous sommes amenés à nous déplacer, à rencontrer les différentes entreprises pour évoquer un certain nombre de sujets que l'on peut donc aborder avec elles et apporter un premier élément de réponse, en sachant qu'on est bien là pour faire une première aide, hein, ce qu'on appelle du conseil de premier niveau. On n'est pas là pour remplacer les experts de la cybersécurité. Notre volonté, c'est vraiment que la filière de la cybersécurité puisse trouver sa place et se développer sur le territoire. L'objectif, c'est pas qu'on occupe cette place-là, on n'aura pas la capacité à faire et on sera beaucoup plus fort si on s'y met tous. Alors, donc autrement, je vous en parlais de labellisation de produits et services. Il y a donc un lien sur notre site qui nous permet d'accéder à ces informations-là. C'est une liste qui est mise à jour très régulièrement. Donc c'est en format PDF pour l'instant, en sachant qu'on cherche à le mettre à jour très régulièrement tous les mois. Donc là, vous voyez l'édition, c'est la copie d'écran du 4 juin de cette année. Le site va bientôt être fait. Alors, je n'ai pas la date encore, donc là-dessus, je ne peux pas vous dire précisément quand. On le refait de fond en comble et notamment cette partie-là sera révisée pour être un petit peu plus accessible et intuitive. Les guides et les recommandations thématiques, alors ça, je vous encourage de les télécharger et de les visionner donc, en quantité. Vous en avez vraiment sur tous les domaines. On a trois formats bien distincts. Donc, les guides de bonne pratique de l'informatique qui s'adressent vraiment à tout le monde. Donc, ça va être notamment le guide dont vous pouvez voir la couverture en arlequin, qui aborde 12 principes vraiment de base de la sécurité, qui est vraiment dédié à l'ensemble des collaborateurs, des usagers de l'informatique. Vous avez autrement le guide de l'hygiène informatique qui présente 42 mesures à mettre en œuvre au sein de votre entreprise pour sécuriser votre SI. Donc là, ça s'adresse davantage à tous ceux qui sont en charge de l'administration du SI. Et vous avez les notes techniques qui, là, s'adressent à un public averti d'experts qui permettent de sécuriser des produits ou en tout cas des techniques particulières. On est vraiment sur des cas concrets de paramétrage et de configuration. Autre guide d'importance, et si vous ne l'avez jamais vu, je vous encourage à le regarder très sérieusement, et en tout cas à y penser. C'est la méthode de risque. Alors, EBIOS Risk Manager, qui a été revu donc, fin d'année 2018, si je ne me trompe pas. Voilà, et qui présente une analyse de risque qui est centrée sur la stratégie de l'entreprise, sur les activités métiers de l'entreprise. Donc, c'est à savoir quels sont les risques qui pèsent sur les métiers de l'entreprise et comment protéger ces métiers-là. Donc, on est revenu sur du pragmatisme, à savoir pourquoi on met de la sécurité. Eh bien, c'est pour défendre un savoir-faire ou une innovation, donc tout un patrimoine que c'est informationnel. Donc, c'est là-dessus que l'on concentre notre analyse de risque. Autre point d'importance, la sensibilisation, la formation. On le fait notamment au travers de notre MOOC. Alors, si vous ne l'avez pas encore consulté, je vous encourage à le faire. C'est le premier MOOC de France depuis octobre 2018. Et il est véritablement très bien fait. Il vous permet d'aborder les différentes thématiques de la sécurité des systèmes d'information au travers de 4 domaines. Donc, vous les voyez là, le panorama de la SSI, sécurité de l'authentification, sécurité sur Internet, sécurité du poste de travail et nomadisme. C'est vraiment dédié à tous. C'est de la formation en ligne, qu'on soit clair, c'est assez long à visionner, donc à comprendre, surtout pour quelqu'un qui n'en aurait pas les compétences, en tout cas qui aurait une vague idée du sujet sans s'y être intéressé davantage. Ce sera un apprentissage qui se fera sur 24 heures pleines.
Pour quelqu'un qui, par contre, a une connaissance plus fine du sujet, il faut compter quand même pas loin de 8 heures. Beaucoup d'entreprises ont inscrit dans leur plan de formation. Ça peut être une idée, je vous encourage à faire. Sachez que de notre côté, on va pérenniser cette plateforme. Je sais que sur la page d'accueil, il y a une date d'échéance qui apparaît. Elle va être levée puisque désormais, on va la pérenniser. On va mettre à jour aussi le contenu, donc incessamment sous peu. Ça sera des retouches notamment liées à l'actualité, hein, mais ça ne sera pas une révision complète. Autre point clé de notre activité, c'est le CERT-FR. Donc là, on est dans l'entité qui gère tout l'opérationnel des incidents. Et au-delà de ça, au-delà du fait qu'il gère les incidents, notamment de notre périmètre d'intervention, ils mettent régulièrement en ligne des publications sur des alertes de sécurité, mais également des rapports sur un certain nombre de menaces et d'incidents, des rapports très détaillés qui vous permettent de comprendre véritablement les différents sujets qui se présentent et qui sont à l'ordre du jour. Donc là, notamment, vous avez un état de la menace rançongiciel que je vous encourage à lire. Et puis, donc plus spécifiquement sur un rançongiciel qui est très actif en ce moment, Spinoza, sur le code malveillant Dridex. Donc là, on est sur les codes malveillants qui touchent toutes les informations bancaires notamment, et puis également l'évolution de l'activité d'un groupe cybercriminel, donc TA 505. C'est des choses qui sont vraiment très intéressantes parce qu'elles vous apportent énormément de contenu et d'informations. Et là, on est vraiment dans une rédaction d'opérationnels, d'hommes du terrain, qui vous partagent leur savoir. Donc c'est pas du littéraire, même si c'est très bien écrit. C'est vraiment de la compilation d'informations concrètes qui vous comprennent après, qui vous permettent de comprendre véritablement les différentes menaces et enjeux de sécurité qui pèsent sur vos entités. Alors, si on ne s'occupe pas de toutes les entreprises, eh bien, il y a un dispositif qui a vu le jour, qui a été incubé par l'ANSSI, cybermalveillance.gouv.fr, et qui permet de répondre à l'ensemble des acteurs économiques, mais aussi des particuliers, qui vous permettent de vous accompagner en phase de crise, d'incident. Donc, vous avez sur le site de cybermalveillance.gouv.fr des informations qui vous permettent de comprendre les principales menaces, qui vous permettent aussi de télécharger des kits de sensibilisation que vous pouvez diffuser très largement dans votre société ou plus largement dans votre vie privée. Vous avez également donc, de l'actualité sur les différents sujets de cybersécurité et de l'assistance. Alors, de l'assistance, ce n'est pas cybermalveillance qui va vous l'apporter. Elle va vous proposer un circuit qui va vous permettre de définir quel problème vous rencontrez et ils vont vous mettre en relation avec des entreprises qui seront en mesure de vous aider. Donc, ça sera notamment des entreprises qui se situeront à proximité de votre domicile, domicile d'entreprise, domicile particulier, tout dépend sur quelle sphère vous êtes impacté. Et prochainement, donc, il y aura un certain nombre d'entreprises qui vont être labellisées pour la qualité de leurs services et vous aurez la possibilité aussi de les noter suite à l'intervention, qui permettent d'avoir quelque chose d'assez propre et qui vous permet d'avoir confiance en les acteurs qui vous sont proposés. Donc, cybermalveillance, c'est un GIP, hein, c'est un groupement d'intérêt public. C'est à la fois donc, des services publics qui portent le sujet, mais également des entreprises privées qui se sont engagées à soutenir cette problématique, cette cause. Alors, je vais parler un petit peu des rançongiciels pour que vous compreniez un petit peu l'état des menaces. Je vais essayer de ne pas déborder sur ce que pourraient dire les intervenants suivants. Donc, pour aller très simplement, les rançongiciels, c'est un code malveillant hein, qui empêche la victime d'accéder au contenu de ses fichiers afin de lui extorquer de l'argent, de lui demander, réclamer une rançon pour qu'il accède de nouveau à ses données. Ça, c'est quelque chose de connu, de compris. Au début, on était sur des blocages très
très simple hein, du système, mais qui pouvait être, ma foi, assez facilement contourné, mais c'était quelque chose qui ne comprenait pas du chiffrement, c'était plus du blocage. Et désormais, on est sur du chiffrement de fichiers. Alors, on a des rançongiciels qui chiffrent la totalité des fichiers, d'autres qui vont chiffrer le début et la fin du fichier. Il y a différentes possibilités qui se présentent. Là, il y a une variété énorme de rançongiciels. Et qui plus est, il y a souvent différentes versions d'un même rançongiciel. Alors, les impacts des rançongiciels du point de vue de l'attaquant hein, dépendent de plusieurs facteurs. L'efficacité et le nombre de méthodes d'infection employées pour compromettre le réseau des victimes, l'ampleur des campagnes de distribution du code, on va l'évoquer tout à l'heure, la capacité du code à se propager au sein du réseau de la victime, qui va faire plus ou moins de dégâts, et la robustesse du chiffrement qui est mis en œuvre, donc avec soit un déchiffrement aisé ou au contraire très complexe. Alors, ça permet de catégoriser quelques types d'attaques par rançongiciel. On va appeler les campagnes d'attaque non ciblées, donc celles qui sont les plus simples, on va y revenir rapidement, les campagnes massives automatiques et les attaques ciblées dites big game hunting, qui sont les plus évoluées. Alors, sur les campagnes d'attaque non ciblées, on les appelle également Fire and Forget ou Spray and Pray. On est vraiment sur la diffusion très large, ce qu'on a pu connaître ces dernières années depuis 2014, avec un faible coût de mise en œuvre, une faible sophistication. L'objectif, c'est de toucher un maximum de personnes avec des coûts de rançon qui sont finalement assez faibles. Donc leur réussite, elle porte grâce justement à leur diffusion, à l'absence de protection numérique des cibles, puisqu'on cherche à toucher tout à chacun, et on sait très bien que au sein des particuliers, par exemple, le niveau de sécurité n'est pas forcément très élevé. C'est le cas aussi dans les petites structures d'entreprise. Et puis autrement, la présence fortuite de fichiers suffisamment importants dans l'ordinateur de la victime pour que la victime soit tentée de payer. Alors ça, c'était donc au début des rançongiciels. Désormais, les cyberattaquants ont accès très facilement à des listes d'adresses de messagerie de professionnels sur les marchés noirs, et ça leur permet de cibler davantage. On ne voit plus beaucoup de rançongiciels qui sont destinés aux particuliers. Ils visent massivement les entreprises. Bon, après, ça reste sur des niveaux techniques encore assez faible, ce qui permet, si on adopte un certain nombre de bonnes pratiques, si on met en place un certain nombre d'outils, on se préserve quand même d'une grosse partie de ces attaques. Alors, les campagnes d'attaque massive à provocation automatique, là, on a clairement en tête le rançongiciel WannaCry, donc avec aucune interaction avec la victime pour l'infecter, aucune action manuelle de l'attaquant pour se propager dans son réseau. Donc, c'est une manière de le diffuser sans contrôle. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas d'autres types d'attaques connus. Hein. On n'a pas d'autres rançongiciels que WannaCry qui a exploité cette méthode. J'écarte volontairement NotPetya, qui ne répond pas aux critères du rançongiciel. C'est un code de sabotage, ce n'est pas un code de rançongiciel. Donc, pour répondre à cette problématique qui, bon, je l'espère, ne reviendra pas à l'ordre du jour, mais on ne sait jamais, c'est la mise à jour, la politique de mise à jour qui sera la principale barrière de ce type d'attaque. Sur les big game hunting, les attaques informatiques ciblées, donc là, c'est porté par des groupes de cybercriminels possédant de fortes ressources financières avec des capacités techniques très importantes. On est proche des capacités d'État. Et ils s'appuient donc sur la capacité de l'attaquant à se propager au sein du réseau de façon furtive, la capacité à identifier et à chiffrer les ressources clés de la cible, donc qui prennent le temps d'investiguer sur le réseau. Il cherche du coup à aussi cibler la bonne entreprise, la bonne institution, celle qui sera en capacité de payer la rançon.
Voilà. Donc, il faut savoir également qu'une grande partie de ces actions sont traitées. On est vraiment sur un écosystème de cybercriminels et ce n'est rarement pas le même groupe cybercriminel qui va faire l'ensemble des actions. Un groupe de cybercriminels va pouvoir donc trouver une porte d'entrée dans un réseau, il va vendre cette porte d'entrée à un autre groupe qui va explorer le réseau, récupérer de la donnée, revendre cet accès-là ou ces données et déposer la rançon pour maximiser ses gains. Voilà. On est vraiment sur des attaques qui sont donc liées à toute l'industrie de la cybercriminalité. Alors, je vais très rapidement survoler les mesures organisationnelles parce qu'il y a d'autres mesures qu'on va présenter et les mesures techniques également, je vais aller très vite dessus. Ce qu'il faut se rappeler de toute façon, c'est que la sécurité des systèmes d'information se gère dans leur ensemble, dans leur globalité, et pas exclusivement sur un axe. Donc, le point essentiel au départ, c'est de faire de l'analyse de risque. Indispensable, savoir qu'est-ce qu'on doit protéger. La cartographie du SI. Alors, ça a une valeur, notamment pour comprendre justement aussi son SI, puisqu'il a tendance à évoluer très rapidement, donc on peut parfois en perdre un peu la maîtrise. Alors dans la mesure du raisonnable, bien sûr, mais c'est nécessaire également pour être capable de gérer la crise, le moment où elle se présente, l'incident de sécurité, si on fait appel à l'ANSSI, par exemple, ou à une entreprise de cybersécurité, leur intervention sera facilitée si la cartographie du SI est à jour et disponible. Par contre, attention, elle est véritablement à protéger, puisque derrière ça, si un cybercriminel tombe dessus, ça lui facilite grandement la tâche. Autre point important, la classification de l'information. Quelle information est sensible, quelle est l'information qui peut être diffusée plus largement. Donc de là va découler aussi tout l'hébergement qui va pouvoir en être fait, en local, hébergé sur un prestataire d'hébergement de confiance ou sur du cloud. Tout ça se réfléchit. La sensibilisation, vous en avez parlé à une autre édition. Donc là aussi, c'est un axe fort, que tout le monde soit concerné, qu'il y ait une culture de la sécurité qui se crée dans l'entreprise. Et ensuite, la gestion de crise, très, très importante aussi dans une entreprise, à savoir être prêt à une gestion de crise. Donc là, on en a une qui était non numérique, une crise sanitaire, qui a permis à un certain nombre d'entreprises de se poser les questions sur ce sujet. Eh bien, le faire également sur une crise numérique, c'est un travail qui est nécessaire. Les mesures techniques, et je vais passer très rapidement, les sauvegardes, toutes ces mesures-là, vous les retrouvez dans les documents qui sont mis en ligne sur le CERT-FR, notamment sur le rançongiciel Mesa Spinoza. C'est mis à la fin du document. Donc, soyez pas frustrés si on ne le détaille pas et si on va un peu rapidement dessus. Donc, les sauvegardes, essentiel, notamment du déconnecté, pouvoir faire de la réplication de sauvegarde de manière déconnectée, c'est important. De toute façon, là, les sauvegardes, plus vous en faites, mieux c'est. Il y a plusieurs usages de la sauvegarde, celles qui permettent de récupérer une donnée rapidement à chaud pour un besoin ponctuel, et puis les sauvegardes qui permettent de reprendre l'activité, d'assurer une continuité d'activité. Donc là, c'est de celle-là dont je parle. Vous avez bien sûr aussi la politique de mise à jour, mettre à jour très rapidement, notamment les mises à jour de sécurité sur les différents serveurs et systèmes. C'est essentiel. Vous avez également la restriction des flux réseau. Les postes de travail ne doivent pas communiquer entre eux, ils n'ont pas de raison à communiquer entre eux. Pour bon nombre de serveurs, c'est aussi le cas. Ils n'ont pas la nécessité de communiquer entre eux. Donc réduire les échanges de flux entre ces équipements. Voilà, les moyens d'assistance et d'administration à distance sécurisée. Tout le travail sur les comptes privilégiés, voilà, je ne vais pas le détailler, mais il y a plusieurs actions à faire sur les comptes privilégiés. C'est le gros axe de compromission d'un SI. Vous avez également toute une réflexion sur l'Active Directory qui est à faire. Là aussi, sur le CERT-FR, on a un document qui présente tous les points de sécurisation d'un Active Directory. Donc c'est très poussé, très complet, je vous encourage à le regarder. Il y a souvent beaucoup de travail à faire dans les SI. Voilà. Et ensuite, archiver les journaux. Archiver les journaux et les protéger. C'est essentiel pour pouvoir mener après la remédiation
lors d'un incident. Je vais revenir très rapidement sur les effets latents et je vais m'arrêter là-dessus. Les effets latents des rançongiciels, c'est des revenus générés par ces activités qui eh bien, sont très importants, notamment par le fait de développement d'assurances qui couvrent les rançons. Ça, c'est pas forcément ce qu'on conseille. On n'est pas trop fan de ce genre de choses. On comprend que derrière, il y a une nécessité de reprendre rapidement une activité et parfois la stratégie de payer peut être envisagée comme la solution. Derrière, ça développe ce business, ça leur permet de développer davantage de moyens techniques et développer davantage d'attaques. Donc finalement, c'est un engrenage dangereux. Le risque de déstabilisation d'un secteur d'activité, on commence à le voir avec des attaques qui se font sur plusieurs sous-traitants d'un même secteur, et du coup, ça déstabilise une entreprise clé de ce secteur-là. Donc là aussi, attention danger à cette possibilité de déstabilisation d'une activité. On le voit également, la multiplication des différents codes malveillants qui sont envoyés lors d'une attaque de rançongiciel. Il n'y a pas que du rançongiciel, il y a de la crypto-monnaie, enfin, les mineurs de crypto-monnaie, tout ça va se mettre dessus, les chevals de Troie, etc. Les entraves aux investigations judiciaires, ça c'est une crainte que l'on relève, avec notamment des attaques qui ciblaient donc, des laboratoires d'analyse, et également des services de police. Là, c'était sur le territoire américain. Donc, il y a un vrai risque là-dessus aussi. Et puis, la frontière très tenue entre les codes de chiffrement et les codes de sabotage, on l'a vu avec NotPetya. Et c'est un virage qui pourrait être pris, notamment dans du crime as a service. Hein. Donc, c'est des actions cybercriminelles qui seraient louées pour des actions diverses et variées. C'est une possibilité de l'évolution des rançongiciels. Voilà, pour ma part, j'ai terminé. Merci de votre attention.